ces remarques et vérifier surtout Effectivement. le manganèse, ok? Donc sur la quantité, parce que il le pense, lui, il a travaillé énormément sur ça, donc Moi, je peux pense même. qu'il a une idée derrière la tête, donc il vaut mieux voir avec. Oui, Ok. si vous voulez après qu'on voit ça après, en tant que chimiste, Il faut voir on avec. peut voir même, c'est-à-dire les courbes d'étalonnage et on va revoir les choses Ok. ensemble, si vous avez un peu Voilà. de temps. Donc, sans trop tarder, je passe maintenant la parole à Madame Boulkbesh, donc l'Université de Béjaïa. Allez-y, Madame. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je remercie le candidat pour la qualité de son exposé. Donc, il était vraiment tranquille en exposant son travail, était zen. Et je vous félicite donc pour Merci, madame. ce comportement. Je vous remercie aussi pour la quantité des résultats que vous avez présentés dans votre document et pour la façon dont vous avez traité ces résultats. Sinon, il y a toujours donc des questions à poser et ceci dans le but donc d'améliorer ou bien de comprendre certaines choses qui ne sont pas claires. Donc, je commence. Je crois que j'ai une question au niveau de l'introduction ou bien une remarque. Donc, au niveau du deuxième paragraphe. Vous dites en Algérie, la population a recours à la médecine traditionnelle en utilisant les plantes médicinales dont le nombre est estimé à 3000 espèces avec 15% qui sont endémiques et vous avez utilisé une référence de 2006. Depuis 2006, on est maintenant en 2017. Ça fait 11 ans. Est-ce que vous n'avez pas cherché d'autres références? Peut-être qu'il y a un changement dans les chiffres que vous avez avancés. Sincèrement, j'ai fait une recherche, mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme étant référence récente. C'est la seule concernant les statistiques des plantes médicinales algériennes. D'accord. C'est une. Bon, je l'ai trouvé au niveau d'une thèse de doctorat, et puis j'ai remonté, c'est-à-dire à la référence, c'est-à-dire à l'article. C'est la seule c'est-à-dire, référence que j'ai pu trouver. D'accord. Sinon, je passe directement à la partie matériel et méthode. Et j'ai une question sur l'identification de vos plantes. Pourquoi vous avez sollicité 2 personnes ou bien 2 enseignants pour faire l'identification? Pourquoi vous n'avez pas fait l'identification avec la même personne? Pour Parce que laquelle? vous avez 2 plantes qui ont été identifiées par Monsieur Begdouche, je crois, et l'autre, elle a été identifiée par un enseignant de Tiaret. Oui, effectivement. Je vais vous répondre, madame, tout simplement. Parce que, bon, pour ce qui concerne Oreganum glandulosum, donc j'ai vu M. Begdouche, donc il a pu identifier l'espèce. Sachant que, pour l'assistance, on va leur donner quelques informations. Ici en Algérie, il existe 3 espèces en Oregon. Il y a Oreganum glandulosum, il y a Oreganum majorana, et il y a une autre espèce qu'on ne trouve pas, ou bien qu'on trouve très rarement, Oreganum florebendum. Donc, d'après M. Begdouche, c'est-à-dire l'identification qui a été faite, c'est une espèce nommée Oreganum glandulosum. Pour l'espèce de Thymus fontanisier, lorsque j'ai fait la récolte, j'étais au niveau de Tiaret, l'université de Tiaret. Et pour les espèces de Thymus, si vous consultez le Kizel, donc la personne qui a travaillé sur l'identification des plantes au niveau du nord algérien des années 60, donc, il y a 11 espèces. Et c'est vraiment difficile de faire une identification de ces sous-espèces du thym. Donc, elle a été identifiée par 2 personnes. Une personne qui travaille au niveau du laboratoire biologie végétale à l'université même de Tiaret, en contact avec une autre personne dont je ne sais pas le nom, puisque cette personne-là, je connais l'enseignant de Tiaret, elle l'a fait passer pour un autre collègue et ils se sont mis d'accord sur le nom de Thymus fontanisier, ou bien appelé aussi Thymus paliscens, l'ancienne nomination. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas... Est-ce que cette plante n'existe pas au niveau de la wilaya de Béjaïa? Pourquoi vous l'avez récoltée à Tiaret?
Parce que c'est c'est deux régions différentes. Oui, effectivement. Donc ici, c'est un climat méditerranéen. Donc l'autre, c'est les hauts plateaux. C'est un climat sec et il y a beaucoup plus de froid en hiver. Donc il peut y avoir, même si on la trouve ici, sûrement que la composition en composés phénoliques et huiles essentielles vont être différentes. D'accord, parce que Là, ils je ont ne sais été pas intéressants. réellement, là, à Béjaïa, je ne sais pas est-ce qu'elle existe ou pas. D'accord. Puisque pour trouver déjà la plante, c'est vraiment difficile. C'est un travail de fourmi qu'il faut faire. Donc, Il faut c'est une plante chercher, rare. sachant que je ne suis pas écologiste, donc ça va être beaucoup plus difficile pour l'identification des plantes. À chaque fois, il faut faire un prélèvement, venir au laboratoire, voir avec les spécialistes pour déterminer l'espèce. Et s'ils vous confirment l'espèce, vous devriez attendre la floraison beaucoup plus. Donc, c'est un petit peu délicat. Parce C'est un qu'il petit fa- peu parce qu'il délicat. aurait quand Pour même- la recherche des plantes, croyez-moi, c'est un petit peu délicat. D'ailleurs, je tiens à remercier beaucoup la personne qui me l'a montré au niveau du parc, c'est-à-dire de la région de Meshar Asfa. C'est des gens du parc, c'est un parc national de Tiaret. Donc je me suis déplacé, je les ai sollicités, on a fait des sorties sur le terrain pour déterminer les plantes. Et d'ailleurs, je suis parti même au sud pour le choix des plantes. Ces plantes sont un peu rares. Oui, Et le problème, c'est-à-dire si on veut voir une perspective industrielle, c'est-à-dire une exploitation comme certaines échelles, ça pose un problème aussi. oui, L'abondance, effectivement. c'est important. Donc il faut faire la semence. Voilà. Donc par exemple pour l'origan, donc c'est vraiment, ils ont un bon potentiel antioxydant et il faut investir là-dessus. Il faut s'investir. D'accord. Donc, je passe au séchage. Donc, pour les composés phénoliques, vous avez séché vos plantes à l'étuve à 50 degrés. Par contre, pour les huiles essentielles, vous avez séché donc les plantes à température ambiante. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire, de sécher différemment? Oui. Bon, pour les huiles essentielles, sachant que les huiles essentielles, ce sont des composés volatiles. Oui. Donc, ils se volatilisent à partir de 40 degrés. Donc, le choix de cette technique est basé sur ça, si vous voulez, pour ne pas perdre les huiles essentielles de nos plantes par le fait de les sécher à une température supérieure à 40. C'est pour cette raison que nous avons choisi un endroit aéré et à l'abri de la lumière, afin de conserver les huiles essentielles contenues déjà dans ces plantes. Mais vous pouvez faire le séchage à 30 degrés. L'étuve, elle est réglable. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement dans le labo. J'ai pas voulu, bon, vous savez les conditions de travail ici aussi, donc il y a ça aussi, la disponibilité des étuves, et moi j'ai utilisé pour les huiles essentielles des quantités énormes. Croyez-moi, je les ai, c'est-à-dire au niveau bon, chez moi, j'ai pris le salon, j'ai étalé toutes les plantes et je leur ai dit, bon, vous patientez pendant un mois, le temps que ça sèche, ou bien 20 jours, et je récupère les D'accord, plantes. ça reste Voilà. notre point de vue. J'arrive donc à la page 46, toujours pour le dosage des éléments minéraux. D'ailleurs, pourquoi vous avez utilisé l'eau désionisée? Oui. L'intérêt d'utiliser cette eau à la place de l'eau normale? On ne peut pas utiliser de l'eau normale lorsqu'on fait un dosage des éléments minéraux. Oui. Sachant que l'eau contient déjà des sels minéraux. Et Ok. nous, on veut savoir quels sont les éléments minéraux contenus dans notre échantillon. Donc, pour éliminer déjà ceux contenus dans l'eau, tout D'accord. simplement. Dans quelle ambiance vous avez manipulé ou bien dosé ces sels minéraux? Sur une paillasse normale ou bien... Bon, D'autant pour plus les- que vous avez travaillé avec de l'acide nitrique. pour- Et vous avez signalé dans la partie biblio que les solvants sont une source de radicaux libres qui causent le stress oxydatif. Bien sûr, comme vous êtes un scientifique, un biologiste, donc Effectivement, donc chaque personne qui fait de la recherche, elle est exposée à un risque d'obtenir, bien sûr, mais une il y a la maladie. sécurité, Mais l'hygiène et il y a des sécurité. conditions de sécurité, bien Voilà. sûr. Donc, pour ce qui concerne la digestion des éléments minéraux, elle a été faite dans une hotte. Haute. Voilà. D'accord.
Méthanol, c'est bon. J'arrive à l'extraction par micro-ondes. Pourquoi le choix des deux solvants, l'eau et l'éthanol? Pourquoi vous n'avez pas utilisé par exemple le méthanol pour comparer les deux techniques pour un même solvant? Donc, le choix de l'éthanol et pas le méthanol, tout simplement parce que l'éthanol est meilleur sur le plan de sécurité par rapport à l'homme. Il cause moins de risques. Mais vous avez déjà risqué, vous avez utilisé le méthanol 80%. Pourquoi autant faire la Oui, même c'est chose? un choix. Là, c'est un choix. Nous avons essayé de travailler avec ce qu'on appelle des solvants verts. Donc, ce sont des solvants qui ne touchent pas à la santé de l'utilisateur et même de l'environnement. C'est-à-dire, au niveau du labo, on essaie toujours de prendre les solvants qui causent moins de risques. Pas dire solvant vert, c'est bioéthanol. Le bioéthanol, c'est du solvant. Voilà. Mais c'est une appellation, c'est juste une appellation. Voilà, c'est-à-dire, il protège mieux, un peu mieux par rapport aux autres, mais sachant que chaque solvant peut causer des dégâts. Je ne sais pas. D'autant plus que vous avez utilisé des températures élevées, 100, 150, 180. Est-ce que vos substances bioactives ne sont pas affectées par ces températures élevées? Là, je vais vous répondre à cette question. Bon, concernant l'étude que nous avons faite, c'est-à-dire nous avons varié le solvant, l'éthanol et l'eau, et nous avons opté pour 4 températures, 50, 100, 150 et 180 degrés. Pourquoi le choix aussi de ces températures? C'est-à-dire, ces températures, à l'intérieur, dans notre cellule d'extraction, il y a des pressions qui augmentent. Mais ces pressions sont contrôlées par, c'est-à-dire le volume et la nature du solvant qu'on utilise. On peut mettre d'autres solvants. Cette cellule qui est censée contenir 20 millilitres, elle peut exploser. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas supporter ces pressions. Donc cet appareil, c'est un appareil conçu juste pour les extractions en utilisant des micro-ondes. Donc c'est un micro-ondes qui n'est pas ordinaire. C'est pas comme non, il ce n'est pas qu'on ordinaire. utilise. Donc si vous voulez, je vais revenir un peu là-dessus, si vous voulez. Où est-ce que je les mets? Dans la partie matériel et méthode. J'ai essayé de résumer. Voilà, là. Là, comme vous voyez, là, je ne suis pas habitué avec le pointeur, donc j'oublie des fois. Et on soutient une seule fois. Non. Il vaut mieux d'utiliser deux commandes. D'accord. Bon, on a là les cellules. Ce sont des cellules pour l'extraction de nos composés bioactifs, on va dire comme ça. En verre ou en plastique, les cellules? Non, ils sont en verre. Donc cette partie-là, sont en verre. Donc ce sont des cellules d'extraction de 20 millilitres. Ils peuvent contenir 20 millilitres. Et là, vous avez les bouchons en plastique. Vous allez les mettre. Par la suite, on a notre appareil qui est appelé micro-ondes en temps par. Il est composé de 2 parties. L'autosimplaire, c'est-à-dire il va prendre l'échantillon automatiquement. Il suffit juste de programmer la position. Là où vous allez mettre votre échantillon, donc il va le prendre. Et là au milieu, là ce sont le port des échantillons. C'est une roue pour le positionnement de vos échantillons. Et là, il y a un trou, il va descendre l'échantillon à cette deuxième partie-là, qui est le monowave, c'est-à-dire là où il y a l'appareil, il va émettre les radiations micro-ondes. Et ça, c'est un moniteur qui nous donne en temps réel, je dis bien en temps réel, le temps d'extraction, la pression et la température, et même l'agitation. Donc, il y a 4 paramètres qu'on peut varier avec cet appareil et on peut faire un plan d'expérience comme on veut. On va, c'est-à-dire, varier 2 paramètres et fixer un, ou bien les varier complètement. Et pour la dégradation, si vous voulez, là, je vais revenir sur votre question.
Concernant la dégradation de nos composés bioactifs en utilisant ces températures, personnellement, au niveau de nos extraits, nous avons, pour les extraits traités avec ou bien extraits avec micro-ondes, nous n'avons pas fait la caractérisation pour ces extraits-là. Sinon, si nous l'avons fait, on pourra au moins comparer par rapport aux extraits obtenus par la méthode conventionnelle et de voir est-ce qu'il y a un effet de la température sur la composition ou bien sur les composés bioactifs qui se trouvent au niveau de notre échantillon. Il y a une étude qui a été faite, je pense, dans ce sens-là. J'ai cité même l'exemple à l'intérieur. Il pourrait y avoir une dégradation de certains composés phénoliques en travaillant à des températures, bien sûr, élevées. Donc, il y a toujours des pertes. Il y a toujours des pertes nutritionnelles, si vous voulez. D'accord. Merci. Je vous en prie. J'arrive à la figure 27, là où vous avez présenté le chromatogramme. C'est la page 71. Ce chromatogramme me paraît parfait. Est-ce que vous l'avez traité ou pas? Lequel? La page 71, la figure 27. Parce que les pics sont pointus, parfaits, symétriques. Donc, est-ce que vous avez fait un traitement ou pas? Bon, pour vous répondre honnêtement, pour ce chromatogramme, c'est ce qu'on cherche. Oui, il n'y a pas de souci. Ce chromatogramme, il est obtenu avec une UHPLC, c'est-à-dire les temps de rétention vont être courts, le temps d'analyse va être court, sachant que on a fait d'abord une optimisation avant de les quantifier, puisque ça, c'est un chromatogramme fait juste pour la quantification après, couplé, c'est une LCMS couplée au spectromètre de masse avec une interface d'ionisation électrospray ionisation par photonébulisation. Normalement, c'est ça en français. Donc, il n'a pas été traité. On le prend tel qu'il est donné par l'appareil. Donc, la récupération des données, vous allez traiter par la suite vos pics afin de déterminer chaque pic, il s'agit de quoi. C'est là où ça devient un peu difficile pour le traitement, pour chercher le composé, donc avec deux parties, le MS et les UV. Bon, je ne me rappelle pas où est-ce qu'il est la question que je voulais poser. Vous avez utilisé la référence de Chugui et Hall pour la caractérisation, pour les conditions d'injection, donc pour caractériser vos composés phénoliques. Mais est-ce qu'il s'agit de la même matrice végétale? Parce que je pense que Madame Chugui a travaillé sur le cactus. Voilà, le cactus, et vous avez travaillé avec des plantes. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec la composition des deux matrices sont vraiment différentes. Effectivement, bon, pour la composition, elle est différente. Oui. Mais pour le mode opératoire, ce n'est pas interdit d'utiliser, de tâtonner, je dirais bien, de tâtonner toujours un mode opératoire pour d'autres plantes. Mais alors, les conditions, je parle des conditions d'injection. Oui. Parce qu'on optimise le temps, la température, les pas, les débits, les longueurs de détection. Bon, à mon avis, c'est pas. Vous n'êtes pas dans la même. Ce qu'ils ont fait. Bon, je vais vous éclaircir les choses, madame. Voilà. Bon, concernant cet extrait, il a été traité dans un labo, là, en France. Juste pour cet extrait de traitement-maïtement. Donc, ils ont leur méthode d'analyse qu'ils appliquent pour tous les échantillons. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une phase mobile, qui est le méthanol. Ils essayent de travailler par le mode isocratique, c'est-à-dire ils vont balayer ils vont voir tous les composés qui existent à l'intérieur de leur échantillon. Par la suite, ils auront leur pic et ils vont injecter leur standard afin de confirmer le positionnement de leur pic et ils vont optimiser et ils vont partir par la suite à l'utilisation d'un autre appareil qui est le UHPLC, c'est-à-dire pour faire une caractérisation beaucoup plus rapide et pour avoir des temps de rétention courts. Par contre,
pour la plante de d'Origanum glandulosum et de Thymus fontanisier, donc on a travaillé avec un autre appareil. Le MS, il s'appelle HQR 2000 et l'HPLC, c'est une HPLC 1200, c'est-à-dire, bon, pour le nom, je ne me souviens pas, il est au niveau de notre référence. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une optimisation d'abord, c'est-à-dire nous avons cherché les meilleures phases mobiles, les meilleurs temps, oui, les meilleurs temps d'extraction, c'est-à-dire on a joué avec les gradients dilution de nos phases mobiles. À la fin, nous avons obtenu des chromatogrammes qui sont bien séparés et bien sûr, il faut qu'ils aient une intensité importante. Et aussi, un autre paramètre, il ne faut pas l'oublier, il faut que nos pics à la fin soient répliqués ou tripliqués. C'est-à-dire, lorsque vous allez superposer votre premier pic, le deuxième et le troisième, vous allez les trouver bien, c'est-à-dire superposés. Sinon, et à partir de là, vous allez passer au spectromètre de masse et vous aurez les deux en même temps, l'HPLC et les éons. D'accord, voilà. Merci. La page 93, donc d'après tous les résultats obtenus pour l'activité antioxydante, ce sont les températures élevées qui ont donné les meilleures activités, n'est-ce pas? Généralement. Madame, s'il vous plaît, je vous La suis page 93. D'accord. Oui. Donc pour la figure 37, qui piégeage du radical à piégeage BTS. du radical à BTS, donc généralement, ce sont les températures élevées qui ont donné les meilleures activités. Oui. Je vous pose la question, ces plantes, elles sont consommées comment? Est-ce qu'elles sont consommées sous forme d'épices ou bien d'infusion ou bien comment on les consomme? Bon, comme je l'ai déjà expliqué pour la première plante, pour la Christ marine, donc il y a des régions en Europe qui la consomment comme étant une salade. Donc, et revenons ici en Algérie, dans le cas d'origan qui est appelé za'atar. C'est tout le monde qui consomme za'atar lorsqu'il a une toux, lorsqu'il a une fièvre, lorsqu'il a des ballonnements, donc il est très efficace. Donc on le prend comme étant une infusion, ou bien mes ancêtres, ou bien ma grand-mère, ma mère l'utilise aussi, fait un mélange avec des œufs et on le consomme. Voilà. Donc on peut quand même conseiller aux gens de préparer des décoctions, du moment que ce sont les hautes températures qui extraient même mieux les composés bioactifs et qui donnent les meilleures activités antioxydantes. Donc on peut... Mais là, il ne faut pas oublier qu'au niveau de ce micro-ondes, il y a la pression à l'intérieur. C'est-à-dire, elle protège contre, c'est-à-dire de partir au-delà de 180, 250, il ne faut pas oublier ça. Mais on travaille à de hautes températures quand même. D'accord. Voilà. J'arrive donc à la fin. Vous avez déjà avancé dans la partie bibliographique que ces plantes sont utilisées pour le traitement des infections beaucoup plus urinaires, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez confirmé ça avec l'activité antibactérienne, n'est-ce pas? Parce que qui dit infection dit présence de bactéries. Par contre, dans les perspectives, vous voulez essayer d'utiliser ces plantes comme additifs alimentaires. C'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas testé ces plantes sur des bactéries qui dégradent les matrices alimentaires? C'est-à-dire pour déjà confirmer leur activité antibactérienne. Donc, sachant que le staph doré, donc on peut le trouver au niveau des œufs, on peut le trouver dans les produits qui contiennent des lipides, des sucres. Donc, l'étude a prouvé que, quand même, c'est les extraits qui sont des huiles essentielles de ces plantes ont un bon effet antimicrobien contre ces souches-là, qui peuvent se trouver au niveau des aliments. Pour E. coli, pour staph, beaucoup plus pour Staphylococcus aureus résistante à la méticilline, ça on peut les trouver. Donc ce n'est plus une perspective, c'est déjà un travail fait. Mais on pourra changer les espèces.
on pourra changer les espèces. Pourquoi pas peut-être travailler sur des dermatoses, les espèces qui causent des dermatoses au niveau de la peau, au niveau des ongles, ce sont des champignons, ce sont des levures, et voire même d'autres espèces. D'accord. Une dernière question. Quel est l'intérêt de tester l'effet insecticide de ces plantes? Là, sachant que nos champs, en Algérie ou bien en Algérie, à chaque fois, on a, si vous voulez, des problèmes de récolte de pommes de terre, des tomates, voire d'autres fruits et légumes. Donc, pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas, de voir l'effet de ces huiles essentielles ou bien des composés phénoliques de ces plantes et de voir leur effet sur les insectes qui peuvent ravager les récoltes saisonnières ici en Algérie. Et comme ça, pour pallier au problème d'utilisation des insecticides qui sont toxiques, tels que les glyphosates. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, le glyphosate, c'est un insecticide qu'on utilise en Europe qui a fait des ravages et il provoque même des cancers. Voilà. Donc, c'est une bonne alternative, je pense, d'utiliser des extraits des plantes médicinales qui causent moins de dégâts et qui ne coûtent pas cher. Voilà. Et apparemment, il y a des plantes, les plantes, déjà, une de vos plantes, elle n'est pas abondante. Donc, pour pouvoir ramasser une quantité importante pour pouvoir l'utiliser, donc c'est pas évident. Mais pour ce qui concerne la plante marine, si elle donne de bons résultats, elle est abondante. On a 1200 km de littoral. Là où vous irez, vous pouvez trouver cette plante. D'accord. Seulement à Skikda, je n'ai pas trouvé. Voilà. Juste une dernière question. Oui. Honnêtement, est-ce que vous n'avez pas trouvé des métaux lourds quand vous avez dosé est-ce que vous les avez pas cherchés ou bien est-ce que vous les avez pas retrouvés quand vous avez fait le dosage des minéraux de vos plantes? Je vais vous répondre Parce que généralement, on trouve toujours des traces de métaux lourds. Pour ce qui concerne les éléments minéraux que nous avons testés, c'est juste ces éléments minéraux que nous avons cherchés. On n'a pas cherché, personnellement, je n'ai pas cherché à trouver le plomb ou le mercure. Ce n'était pas l'objet de ça. Moi, je me suis dit, voilà, il n'y a pas assez d'études sur ça, sur les plantes. On trouve des éléments, c'est-à-dire il y a des gens qui font des analyses des éléments minéraux sur les fruits, sur les légumes, sachant qu'on les consomme. C'est pour cette raison qu'ils s'intéressent à ça. Voilà, c'est un apport en éléments minéraux. Mais pour les plantes, il n'y a pas assez d'études, je pense, sur les éléments minéraux. C'est pour ça qu'ils nous sont penchés sur cet aspect-là. Mais pour la recherche des métaux lourds, ce n'était pas l'objet de l'étude. Pour les chercher, pour pouvoir voir dans les perspectives, parce que conseiller aux gens de prendre ces plantes, d'autant plus qu'elles sont riches en calcium. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que vous avez comparé la composition en calcium par rapport aux aliments qui sont connus par leur richesse en calcium. Donc, vous avez bien fait de le faire, mais ça reste toujours, il faut toujours chercher les autres composés qui ne sont pas... Vous voulez que je vous réponde, madame? Oui. Allez. Oui, bien sûr. Ok. Donc, mon stage, lorsque j'avais fait cette analyse, j'avais 2 mois de stage. Pendant ces 2 mois, j'ai accès à cet appareil 1 fois par semaine. Donc, sachant que pendant le stage, on programme toujours pour le doctorat algérien. Je dis bien algérien, on programme toujours de faire beaucoup d'analyses pour avancer dans notre travail de thèse, vu qu'on en manque un peu de moyens ici en Algérie. Alors, c'est-à-dire un travail, c'est-à-dire le dosage de 8 éléments. Au départ, nous avons fait 8 éléments minéraux. Là, vous allez trouver 7, puisque nous avons éliminé le sodium. Il a donné un résultat qui n'est pas vraiment... Il contient des teneurs beaucoup plus importantes par rapport c'est-à-dire à la norme, peut-être c'est des interférents, je ne sais pas. Donc on les a éliminés comme ça pour être sûr. Alors pour pousser encore notre étude, ça demande beaucoup plus de temps, sachant que pour moi j'avais
au niveau de cette période-là, j'avais fait le dosage, bien l'identification des extraits par GCMS de mes huiles essentielles, le dosage des éléments minéraux et un peu d'activité antioxydante. Donc, on ne peut pas s'étaler sur autre chose, sauf s'ils sont dans votre... Et ça sera bien sûr, d'étaler et de rajouter. Donc, il faut les rajouter dans les perspectives, peut-être? Oui, peut-être, oui. OK. D'accord. Donc, sur ce se termine mon intervention. Je réitère mes félicitations, donc, Monsieur Nebet, et je vous félicite pour votre esprit imbattable et pour les réponses, toutes les réponses non, je vous à mes réponds questions. sincèrement. Oui, mais bon, il faut être comme ça pour... Voilà. D'ailleurs, même pour les méthodes d'analyse, je pourrais mettre une méthode d'analyse pour l'identification. Donc là, vous avez remarqué peut-être que j'ai mis 2 méthodes d'analyse. Pour les plantes qui ont été analysées par HPLC, nucléospectromètre de masse, avec cet appareil, j'ai mis le mode opératoire réalisé, bien utilisé pour l'identification de ces composés pour ces plantes. Et l'autre plante aussi, on a mis le mode opératoire qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours l'esprit scientifique comme ça pour les futurs étudiants, bien les futurs doctorants, bien les autres chercheurs, lorsqu'ils vont utiliser ces références, un jour, ils vont les utiliser. S'ils reproduisent la même chose, ils devraient trouver approximativement la même chose s'ils travaillent avec les mêmes matériaux, la même... Voilà. Donc, c'est ma manière de voir les choses. D'accord, merci. Donc, je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame.